IDFM Radio Anguin, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Voilà. Et oui, c'est Franck avec vous. On est dans un horaire tout à fait inhabituel puisque vous savez que À Toi les étoiles, jusqu'à présent, c'était tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Et sachez qu'À Toi les étoiles change désormais d'horaire et désormais tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi. Donc notez bien sur vos agendas le rendez-vous avec les étoiles, les planètes, l'astronomie, l'astronautique. C'est tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi dans le cadre des gens d'ici. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission et bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui découvrent cette émission. Sachez que vous avez loupé 135 émissions précédentes. Voilà, comme dirait Coluche, j'ai les noms. Et qu'on se retrouvera donc tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi pour parler d'astronomie et d'astronautique. Alors il est vrai que pour cette émission À Toi les étoiles, je devais recevoir Gérard Auvray normalement qui devait nous parler des microsatellites faits par des jeunes, mais voilà, il a eu des petits ennuis de santé, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Il ne pouvait pas venir aujourd'hui, donc il est remplacé au pied levé par Stéphane Bellocine, qui est un auteur et qui a écrit un livre. Alors c'est vrai que des livres sur l'astronomie, on en trouve plein les librairies, mais là c'est vraiment quelque chose d'original qui sort de l'ordinaire et j'aime beaucoup ces choses-là puisque c'est un conte philosophique et musical qui s'appelle Le Témoin du Temps. Alors on va en parler dans un instant avec notre invité. Tout d'abord, vous dire que la marraine d'À Toi les étoiles, puisque cette émission À Toi les étoiles a une marraine qui s'appelle Danielle Brio et qui est astronome à l'Observatoire de Paris. Elle a également un parrain qui est Jean-François Pellerin et qui est journaliste scientifique. Et le parrain et la marraine d'À Toi les étoiles se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans cette émission À Toi les étoiles. Je vais dire donc bonjour à mon invité Stéphane Bellocine. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour tout le monde. Merci d'être venu et d'avoir remplacé au pied levé Gérard Auvray pour parler de cet ouvrage, Le Témoin du Temps. Donc avant de parler de votre ouvrage, j'aimerais tout d'abord qu'on présente un peu qui est Stéphane Bellocine. Oui, bien sûr. Alors, je suis ingénieur en télécommunications. J'ai déjà une assez longue expérience d'ingénieur derrière moi, à la fois en France et à l'étranger, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne. J'ai travaillé pour des grosses entreprises de télécommunications. Aujourd'hui, je suis toujours ingénieur en télécom, c'est mon activité, mais je suis indépendant, donc j'interviens en tant que consultant dans ce domaine-là, dans tous les métiers à l'intersection de l'informatique et des télécoms. Sinon, je suis aussi entrepreneur en fait, et spécialiste des écosystèmes de l'innovation. Donc je travaille par exemple sur un modèle économique avec des associés. Modèle économique est un produit un software sur le big data, c'est un petit peu à la mode. Et j'interviens aussi dans des grandes écoles en troisième année dans des grandes écoles d'ingénieurs où je donne des cours je coach les élèves en fait sur justement la meilleure manière de créer une start-up, puisque c'est ce dont les jeunes rêvent aujourd'hui, c'est leur manière de décrocher les étoiles, si je puis dire. Voilà, exactement. Et donc, vous êtes aussi passionné de l'astronomie, forcément. Ah bah forcément, puisque c'est le thème du livre que j'ai écrit, enfin un des thèmes du livre, puisqu'il y en a plusieurs dans le livre, comme le disait Franck. C'est un livre original, c'est vrai. Je suis effectivement passionné d'astronomie et d'astrophysique en fait, et notamment de la question du temps, puisque c'est un conte philosophique sur le temps. Donc le temps, c'est quand même la question centrale finalement de l'astrophysique. Alors j'aimerais qu'on parle de ce livre justement, Le Témoin du Temps. Comment tout est parti ? Comment vous êtes dit un jour, tiens, je vais écrire un livre ? Oui, alors il y a plusieurs choses. Alors d'abord, l'idée d'écrire un livre, ça c'est quelque chose qui me hante, je dirais, depuis des années, parce que je suis un scientifique, comme je viens de le dire, parce que je suis ingénieur.
Mais je suis aussi un littéraire. Bon, c'est pas antinomique. Hein. De toute façon, dans l'histoire, il y a tout plein de scientifiques qui étaient des philosophes. Hein. Donc, quand je dis je suis aussi un littéraire, c'est-à-dire que j'aime bien la littérature, j'aime bien le monde des idées en général. Hein. Donc, le monde des idées, on l'appréhende notamment en lisant des bouquins. Sur n'importe quel thème que ce soit, et donc j'ai toujours lu beaucoup de choses sur tout un tas de thèmes, puisque comme je viens de le dire, hein, c'est le monde des idées, du débat qui m'intéresse. Et je me suis dit, j'ai notamment pour ce qui est de la question du temps, ça c'est une question qui me fascine pour différentes raisons, c'est parce que je suis aussi un petit peu un citoyen engagé dans la vie publique. Hein, localement, j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie jusque-là. Je vais continuer à le faire. Et donc j'ai réfléchi à tout un tas de choses, et j'en suis venu en fait à la question du temps, parce que c'est quelque chose qui nous parle à tous. Et j'ai voulu donc en fait écrire un livre qui traite de la question du temps au sens large. Donc j'ai fait voilà, donc j'en suis venu, pour que ce soit très parlant et simple, j'en suis venu à la forme du conte. Et le conte philosophique, c'est parce que le temps étant une question centrale dans la société et un petit peu complexe, c'est une manière un petit peu de toucher le plus grand public possible. Voilà pour l'idée, et puis ensuite il a fallu travailler sur le livre, sur la matière. Ah oui, alors là, il a fallu travailler sur la matière, parce que quand on s'essaye à l'exercice d'écrivain, c'est quelque chose qui est pas forcément, enfin qui est pas simple. Hein, il faut rester modeste. Alors il faut avoir quelque chose à dire. Ça évidemment c'est indispensable. Hein, sinon c'est pas la peine d'essayer. Donc j'espère que j'avais quelque chose à dire, et il faut le dire, il faut l'énoncer clairement. Alors donc je viens d'expliquer pourquoi j'ai choisi la forme du conte. Dans ce cas-là, c'est un conte platonicien. Hein, donc il y a énormément de dialogues. C'est un conte sur les idées, donc à la manière un petit peu du conte voltairien, ou du Petit Prince de Saint-Exupéry d'ailleurs aussi. Et donc et pour travailler la matière, j'ai réfléchi, donc comme je le disais, à la question du temps, mais en réunissant l'ensemble des thématiques que le temps touche un petit peu. Hein. Donc il y a vraiment, par exemple, il y a les questions métaphysiques. Bien sûr, donc philosophique, métaphysique, que bien des philosophes ont traité depuis l'aube de l'humanité. Hein. Il y a les questions existentielles, il y a les questions de l'être. Donc là, on touche vraiment au cœur de la philosophie, de l'être, hein, les questions d'ontologie. Et puis il y a les questions mythologiques de l'Antiquité, qui sont d'ailleurs des questions que je connais bien. Et il y a le lien avec la physique et la science. Puisque le temps, c'est et avec la physique et la science, mais aussi c'est à partir de ça que je fais d'ailleurs le lien avec le côté pratique, c'est-à-dire le temps d'aujourd'hui, parce que c'est un conte, il ne donne pas de méthode du tout. Hein, c'est vraiment on réfléchit sur les idées, et chaque lecteur peut se faire sa propre opinion par rapport au temps tel qu'il le conçoit dans sa vie. Bon, j'espère que je suis clair, mais on va en parler encore. Oui, si j'ai bien compris, en fait, alors ça c'est fort. En fait, on s'imagine un peu l'histoire dans notre tête en fonction de... C'est pas qu'on s'imagine l'histoire, c'est qu'en fait le lecteur vit l'histoire lui-même. Parce que donc comme je disais, c'est un conte platonicien en ce sens où il y a énormément de dialogues. Donc en fait, il y a un personnage principal qui est donc le narrateur, qui donc il parle à la première personne, donc il vit l'histoire, et l'histoire c'est en fait un énorme voyage dans l'espace-temps. L'espace-temps donc véritablement, et ce voyage c'est une métaphore, et il fait ce voyage à la remorque d'une sorte d'esprit de grand démiurge, de grande figure gourou qui s'appelle le témoin du temps, c'est le titre du livre. Et ce voyage va lui permettre d'aller à la rencontre de lui-même, en fait, hein, à la manière dont disaient les Chinois, tomber au fond de soi-même. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est un apprentissage de sa propre liberté, au sens confucéen, de Confucius. Et donc le lecteur va vivre ça, et à travers les expériences que va rencontrer le narrateur,
dans ce voyage dans l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il va rencontrer différentes formes de temps. C'est là différentes formes de temps et différents mondes aussi d'ailleurs. À travers ça, il pourra faire le lien, enfin c'est ce que j'ai essayé de faire du moins, avec ce qu'il vit dans la vie quotidienne. Ce que j'ai essayé de faire en fait, et ça c'est vraiment la clé du livre, c'est trouver le fil conducteur entre chacun d'entre nous, hein, vraiment dans la vie pratique et dans la manière dont l'univers est fait en fait, hein, et Platon avait fait avant moi, hein, dans le Timée. C'est vraiment le Timée, c'est le dialogue sur le destin du monde. Alors c'est vraiment ça. Ça me fait penser un peu enfin bien que ce soit différent quand même, mais ça me fait penser un peu, vous savez, au livre dont vous êtes le héros qu'on lisait quand on était petit, qu'on disait si vous décidez ceci, allez à telle page, si vous décidez cela, allez à telle page. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, mais c'est un peu vrai. Oui, oui. Non, c'est tout à fait juste, parce que encore une fois, le narrateur, mais là c'est à travers le jeu de questions-réponses, parce qu'il y a pas mal de questions-réponses entre le témoin du temps, justement cette grande figure de gourou là, et le narrateur. Donc à travers les questions-réponses, et le témoin du temps ne donne jamais de réponse, hein, justement, c'est le narrateur qui doit la trouver, et donc à travers lui le lecteur. Mais effectivement c'est un peu ça, oui. Ce conte philosophique et musical. Alors vous disiez tout à l'heure dans votre description que vous travaillez dans le monde de l'informatique, et ce livre contient justement, ça c'est moderne, des QR codes. Oui, alors les QR codes, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, enfin oui, on va expliquer aux auditeurs. Peut-être qu'il y en a. C'est cette espèce, on en voit de plus en plus, mais c'est vrai que c'est encore assez récent. C'est cette espèce de petit carré qui ressemble un petit peu au code barre qui existe depuis longtemps, par contre sur les produits qu'on achète au supermarché. Donc c'est comme une signature numérique en fait, hein, et en flashant dessus avec son téléphone portable, à condition d'avoir téléchargé une application, mais ça se fait très facilement aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont des applications gratuites, hein. On flash sur ce carré, et on peut écouter, parce que j'ai distillé des morceaux de musique à travers les pages du conte, hein. On pourra écouter tout en lisant la musique associée aux pages du récit en question. Et la musique a un rôle, alors elle a un rôle fondamental. Bon, la musique c'est aussi un des thèmes qui m'intéresse beaucoup, hein. Le rôle de la musique ici, c'est qu'elle est un petit peu révélateur. C'est comme un sérum de vérité. Elle est révélateur de la comment dire, elle est révélateur de l'être. Voilà, de l'être du narrateur qui se découvre petit à petit dans ce grand voyage de l'espace-temps. Et elle n'est pas que ça, elle est aussi en fait une sorte elle fait le lien entre toutes les formes de temps que le narrateur va rencontrer dans son voyage. Donc c'est tout à fait, c'est carrément un personnage du conte. En fait, la musique nous met vraiment dans l'ambiance, quoi. Ah oui, la musique nous met vraiment dans l'ambiance. Je peux même en révéler un petit peu plus. Oui. Dans le conte, on se rend compte que petit à petit qu'il y a en fait, parce que c'est aussi, oui, chose que j'ai pas dite, c'est un conte philosophique sur le temps, ça on l'a dit, mais c'est aussi un roman d'anticipation. Une nouvelle, je dirais, parce que c'est pas très long, c'est un roman assez court. Donc c'est aussi un roman d'anticipation, ça se passe à une époque donc futuriste, indéterminée. Et il y a donc un grand jeu de télé-réalité interstellaire dans le conte, ça fait partie du roman d'anticipation. Et la musique joue également, alors ça je vais pas révéler quel rôle elle joue, mais elle joue aussi un rôle dans ce grand jeu de télé-réalité interstellaire. Et voilà. Et il y a beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup d'aspects futuristes dans le conte qui n'existent pas ou qui existent encore, mais on n'en voit que les prémices. Et je pousse en fait le vice, je dirais, jusqu'à montrer ce que ça pourrait devenir dans la société du futur, ce qu'on perçoit déjà pourrait devenir dans la société du futur. Ça, c'est la partie vraiment d'anticipation, oui.
Alors ces musiques, justement, parlons-en. On pourrait penser, puisqu'on parle de futur, d'anticipation et tout ça, que c'est des musiques modernes. Je passais tout à l'heure, parce que je suis fan, l'indicatif de cette émission de Jean-Michel Jarre. Voilà, on pourrait penser que c'est de la musique en synthétiseur, mais pas du tout, en fait. Non, pas du tout. C'est vraiment du grand classique, puisque il y a du Beethoven, il y a du Debussy, il y a du Chopin. Parce que, alors, d'une part, ce sont uniquement des morceaux pour piano. Enfin, à l'exception d'un morceau pour Schubert, qui est assez connu, qui est un trio à cordes pour violon et piano, violoncelle et piano, mais j'ai fait transcrire la partie violoncelle en partie pour piano, parce que le piano et le fait que ce soit un timbre piano est important. Alors donc pourquoi est-ce que c'est du grand classique? C'est justement le rôle. Alors ça, on peut le comprendre en lisant le conte. Ça s'explique à travers le rôle que joue la musique dans ce fameux grand jeu de télé-réalité interstellaire. C'est pour ça que c'est du grand classique et pas des musiques plus modernes. Et d'ailleurs, on en parle. Enfin, j'en parle justement dans le conte. La question, un des personnages, parce qu'il n'y en a pas que deux non plus, se pose la question pourquoi ne pas avoir des musiques plus expérimentales, et ça s'explique justement par ça. Voilà, et ce sont des musiques, alors bon, ce sont des musiques qui sont bien sûr donc classiques, comme je viens de le dire, mais par contre elles ont été réinterprétées spécialement pour le conte de manière spéciale, c'est-à-dire que, comme je viens de le dire, la partie pour piano, pour violoncelle, je vais dire du morceau de Schubert a été retranscrite pour piano, et elles ont toutes été réinterprétées dans un studio d'enregistrement par un pianiste, un ami à moi, avec des directives que j'ai pu donner concernant justement l'interprétation, parce que ça doit s'adapter au récit. Voilà, puisque le lecteur lit et écoute la musique en même temps. La musique intervient à des moments très précis dans le conte, notamment pendant le voyage dans l'espace-temps, où le narrateur peut rencontrer tout un tas de choses, des trous noirs, des étoiles, et encore des filins de lumière et des lignes de temps relativistes. Alors je vous propose justement, Stéphane Belléossine, qu'on écoute un extrait de ces musiques qui illustrent ce conte philosophique et musical. On parlait justement de Schubert, et on va écouter un extrait. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À toi les étoiles. À tout de suite. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98 FM. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin en direct. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est vrai que je suis un petit peu déboussolé quand même par ce changement d'horaire d'émission, que comme d'habitude, eh bien vous pouvez poser des questions en direct, puisque nous sommes en direct sur le www.idfm98.fr, rubrique message live. Voilà. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Belléossine, qui a écrit donc ce conte philosophique et musical, Le Témoin du temps, et nous avons écouté un extrait des musiques qui accompagnent ce conte philosophique. J'aimerais qu'on parle un peu des personnes qui ont collaboré avec vous. Il y a notamment une préface du livre. Oui, alors absolument, une préface de Ilya Platov, qui est un universitaire. Il enseigne à la Sorbonne, là il enseigne à l'INALCO, qui est l'Institut national des langues et civilisations orientales, spécialiste, historien et spécialiste de la Russie, notamment de l'Union soviétique et de la Russie. Alors vous allez me dire où est le rapport avec les étoiles. Avec les étoiles, il y en a pas directement, mais par contre sur le temps et la littérature, notamment philosophique, bien sûr, sur cette question du temps, il y en a, puisque il est, donc, comme je le disais, il enseigne donc à l'INALCO, l'Institut des langues et civilisations orientales. Il a écrit une préface que je trouve superbe, parce que il m'a même fait découvrir des choses sur ce que j'ai écrit moi-même quand je l'ai lu.
parce que il est, j'ai oublié de le dire, c'est aussi un grand mélomane, un spécialiste de Wagner. Et moi aussi, je suis wagnérien, notamment. Et le témoin du temps le personnage du témoin du temps m'a été inspiré par le Wotan de Wagner. Le Wotan, c'est donc le dieu des dieux dans la fameuse tétralogie, le Ring de Wagner. Pourquoi Wotan c'est parce que c'est une figure démiurgique, donc un tout puissant en apparence, mais en réalité pas complètement, puisque pour ceux qui connaissent le Ring de Wagner, dans le dernier volet, le quatrième, qui est donc le crépuscule de Dieu, le monde s'effondre et Wotan ne peut pas l'empêcher. Donc il est tout puissant, omniscient, mais pas complètement. Et en plus, le personnage de Wotan, tel qu'il était interprété au moins jusqu'au milieu du XXe siècle, m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire que physiquement sur scène, c'est un personnage qui était un petit peu souvent grimé comme un vieillard avec une très longue barbe, plus ou moins magique, et c'est ce type de trait que j'ai prêté à mon personnage, qui justement n'est pas tout puissant, puisque il ne donne pas de réponse au narrateur à toutes les questions qui se posent. Donc Ilya Platov, qui a écrit la préface, commente notamment pas mal de choses sur ce témoin du temps à travers Wotan et à travers la littérature russe ou la littérature en général. Vous avez aussi des remerciements. Alors on voit à l'intérieur du livre un remerciement à Jay Goliev. Oui. Oh là, j'ai du mal. Non, en fait, Gottlieb, en fait. Voilà. Jay Gottlieb. Il y a pas mal d'homonymes pour Gottlieb, mais notamment dans la BD. Mais enfin, là, il s'agit d'un pianiste. Un pianiste, c'est un grand pianiste contemporain qui a notamment été, par exemple, élève de Nadia Boulanger. Je le dis parce que Nadia Boulanger, c'est pas n'importe qui. Au XXe siècle, elle a formé tous les grands compositeurs, notamment les compositeurs américains, mais aussi ce qu'on sait moins, par exemple Quincy Jones, qui a produit quand même le Thriller de Michael Jackson, peut-être le plus grand album de musique moderne là. Et donc Jay Gottlieb a été son élève, et il est donc c'est un grand pianiste new-yorkais, plus spécialisé dans véritablement justement la musique je dirais expérimentale. Enfin, en tout cas, oui, il joue beaucoup de musique très moderne, de compositeurs. Alors forcément pas très connus, parce que c'est pas des compositeurs des grands classiques, et puis c'est un petit peu des comment dire. C'est une musique qui est pas facile au premier abord, donc des compositeurs comme Luigi Nono, Giacomo Chelsea, etc., qui sont pas très connus, ou Maurice Ohana, mais bon, il joue également, on peut pas y couper, les grands comme Beethoven ou Mozart. Et lui, je l'ai donc interrogé sur la question du temps musical, parce que justement la musique, le temps, alors chaque compositeur a son propre temps. Ça, c'est une notion très importante que j'aborde dans le conte. Chaque compositeur a son propre temps, et les musiciens, évidemment, connaissent ça mieux que personne, puisque la musique, quand on interprète un morceau, c'est comme à la radio, il faut avoir la notion du temps, et il faut comprendre comment est construite la composition. Donc, interroger un musicien, Jay Gottlieb en plus c'est un ami, je le connais bien, donc interroger un musicien, c'était extraordinaire pour moi sur la question du temps en général, et puis sur le temps de la musique, puisque c'est un conte musical. Et voilà, alors en plus la musique expérimentale, le temps a été complètement retourné par rapport à la musique tonale classique, que tout le monde connaît plus facilement, et donc il m'a beaucoup apporté à ce sujet.
Justement, vous parliez du temps et c'est le fil rouge de ce conte philosophique. Et on me demandait aussi via Internet, je rappelle donc aux auditeurs qui peuvent poser des questions sur le www.idfm98.fr, on me demandait comment on se procure les musiques lorsqu'on achète le livre. Est-ce qu'on a un DVD avec un CD, avec le livre ? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, j'avais réfléchi à ça quand j'écrivais le livre, bien sûr, et quand avec mon éditeur l'Harmattan, donc on a réfléchi à la maquette, mais j'ai proposé à l'Harmattan plutôt que un DVD ou un CD ou même une clé USB, j'ai justement proposé les QR codes. Est-ce qu'ils les ont enchantés tout de suite? Parce que c'est comme vous disiez Franck, c'est très original et ça se fait pas beaucoup. Donc on ne peut écouter la musique que en téléchargeant cette application qui, je répète, est gratuite sur un smartphone, hein, et donc en flashant le code qui est dans les pages. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus pratique pour le lecteur, hein, que s'il avait un DVD, vous imaginez, s'il lit le bouquin dans le métro. Oui. Pour écouter le DVD, ou même la clé USB, enfin, c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Et donc, les musiques, elles sont bien sûr sur un site qui appartient à l'Harmattan, un site spécifique de l'Harmattan, de l'éditeur. Et elles sont donc disponibles ad vitam aeternam, et en flashant le QR code, on entend la musique. D'accord, en fait le téléphone va se connecter sur le serveur et chercher la musique pour la diffuser. Exactement. Voilà. Au lecteur et auditeur. C'est les technologies numériques modernes. Voilà, j'aime beaucoup justement ce genre de technologie et ces choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Poursuivons sur votre livre. Quand vous en êtes arrivé au moment où vous avez tout mis, tout était prêt et que vous l'avez envoyé chez l'éditeur, comment ça s'est passé? Comment a-t-il été accueilli? Alors, donc quand je l'ai envoyé chez l'éditeur, alors j'avais d'abord envoyé le texte, ça leur a plu tout de suite, c'était même le coup de cœur. Beaucoup de gens qui l'ont lu d'ailleurs m'ont dit c'est tellement original et particulier que soit c'est le coup de cœur, soit on n'accroche pas du tout. Je le dis franchement, donc parce que ça traite de beaucoup de choses de manière très très originale, donc comme on a dit, en tout cas ça a été le coup de cœur, ils ont beaucoup aimé. C'est hors collection, puisque l'Harmattan a plein de collections différentes, hein, ils font tout un tas de trucs. Là c'est hors collection, donc ils ont tout de suite approuvé donc la diffusion, et les musiques je les leur ai données après, parce que en fait c'est une question de droit, il fallait que j'aie les droits, donc je pouvais pas, parce que Schubert, Beethoven, enfin je sais pas combien d'interprétations il y en a avoir des milliers ou des dizaines de milliers de tous ces morceaux là, hein. Donc il fallait que j'interprète moi-même tous ces morceaux là, donc ça a pris du temps. Du coup j'ai fait ça en studio dans un conservatoire, un studio très moderne. Et il a fallu les travailler, enfin que le pianiste à qui j'ai demandé ça les travaille jusqu'à ce que ce soit parfait, et voilà. Donc ça a été fait, et ensuite ils ont pu publier ça. Ça a été publié, c'est pas très vieux, c'était en octobre 2014. Oui. C'est ça. Oui, donc le pianiste qui est Xavier Mittal. C'est ça, Xavier Mittal, qui est professeur donc de piano au conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux. Voilà, qui lui aussi, oui, puisqu'on parlait des gens qui m'ont aidé, donc il y a Jay Gottlieb, il y a Platoff et Xavier Mittal, donc qui a interprété toutes ces œuvres au conservatoire de Puteaux. Et une fois que tout ça a été fait, que vous aviez obtenu les droits pour les extraits musicaux, ensuite vous avez pu là c'était la grande sortie du livre. Voilà, ça a été la grande sortie du livre. J'ai donc envoyé les enregistrements, les fichiers, donc ce sont des fichiers qui ont été produits directement par l'ingénieur du son du conservatoire de Lully, donc de Puteaux, et j'ai envoyé donc le texte et les fichiers musicaux. Et c'était pas fini, parce qu'il fallait trouver également une couverture et une quatrième de couverture. C'est comme ça qu'on commencera à lire. Donc, la couverture là, par contre, elle m'a été proposée par l'Harmattan. Il faut bien qu'ils travaillent un petit peu, hein. Donc, ils ont imaginé, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça se prêtait très bien. Ils ont imaginé donc une
une sorte de photo du fin fond de l'espace, hein, puisqu'on voit des planètes et des étoiles. C'est ça, oui. Donc c'est bien les étoiles. En tout cas, c'est parfait pour l'émission. Ça n'était pas fait exprès. Exactement. Oui. Et la 4e de couverture. Alors la 4e de couverture, c'est un ami à moi également. On peut aussi lui rendre hommage qui l'a faite. Il s'appelle François Spirot. Et ceux qui connaissent l'industrie spatiale le connaissent sûrement. Enfin, c'est le responsable des vols habités du CNES, du Centre national d'études spatiales. Donc il travaille dans l'espace depuis longtemps. Il était à l'ESA aussi. Donc c'est un des représentants de la France dans les réunions internationales, hein, puisque le CNES, bien sûr, c'est un peu la NASA française. Hein. Il collabore avec un petit peu tous les pays, et notamment sur le programme de Mars, de voyage sur Mars. Et il a lu le livre, bien sûr, qui lui a beaucoup plu, donc il a accepté de faire la 4e de couverture, qui est, voilà. Donc, lui aussi, je le remercie beaucoup, comme les autres. Je vous propose justement de le lire. Donc, dès le début du conte, le personnage central déclare qu'il flotte littéralement dans un univers sans gravité. Plus tard, il évoque des vues magiques d'étoiles, de galaxies, de trous noirs. Pourtant, en tant que responsable en France des vols spatiaux habités, je n'ai jamais rencontré le héros du roman. Pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas un astronaute. C'est son cerveau qui vagabonde dans l'espace par son corps. Au fil de ses voyages, il va faire une rencontre capitale, le témoin du temps. Le témoin va lui faire d'étonnantes découvertes. Mais au final, c'est la découverte de lui-même que le héros est confronté. Voilà, ça met tout de suite dans le bain, hein. Oui, voilà, c'est exactement, c'est tout à fait ça. Et il révèle un petit peu un des mystères du conte, hein, à travers la 4e de couverture, mais bon, c'est normal, un petit peu, mais pas complètement, justement, le fait que la dichotomie entre le personnage réel et son cerveau. C'est ce qu'on appelle dans le monde des médias l'accroche, c'est-à-dire ce qui permet au lecteur, de dire j'ai envie de le lire, j'ai envie d'en savoir plus. Oui, c'est vrai, c'est juste ça, donc c'est réussi en l'occurrence. Ouais. Alors quand le livre est sorti, comment a accueilli la critique, comment? Alors, quand le livre est sorti, j'ai fait justement, grâce à François Spirot, une grande conférence au CNES, au siège du CNES à Paris, 1er arrondissement, là, vers les Halles. C'était une conférence de promotion de l'ouvrage, avec des journalistes scientifiques, et avec François, avec Ilya Platov aussi d'ailleurs, j'ai parlé un petit peu du livre, un petit peu comme maintenant, et ça a eu pas mal de succès. Il y avait pas mal de gens du CNES qui étaient là, et puis des amis à moi. C'était une conférence aussi que j'ai fait pas mal le lien entre le livre, même si bon, c'est pas un lien direct évidemment, hein, mais comme on était CNES et Rosetta, cette fameuse, vous savez, il y a un petit robot qui s'est posé sur l'astéroïde en novembre dernier. Qui avait été lancé il y a plus de 10 ans par le CNES notamment, hein, et donc avait réussi à se poser. C'était une première scientifique assez extraordinaire. Hein. Le but de cette aventure, faut pas oublier, c'est d'aller à la recherche des origines de l'humanité. Hein. C'est le sens de toute l'aventure spatiale finalement, hein, et de tous les astrophysiciens. Hein. Quand on construit des télescopes, quand on envoie des sondes dans l'espace, il s'agit de remonter le temps. Toujours le temps, c'est ce que je disais en début d'émission. C'est vraiment le fil rouge, quoi. Voilà, c'est le fil de remonter le temps et de s'approcher du Big Bang. Le Big Bang, c'est il y a 15 milliards d'années, c'est né que du temps. Donc là, Rosetta, c'était ça, et l'objectif de la mission. Et le sens du livre, comme j'ai essayé de le dire jusque-là, c'est aussi un petit peu ça. Donc, le voyage dans l'espace-temps, la métaphore, c'est l'apprentissage de sa propre liberté. Je reviens à ce que je disais en début d'émission. C'est pour se connaître, et il y a le lien très très fort entre ce voyage, donc le temps de l'astrophysique, et le temps pratique pour soi. Donc, on en parlera peut-être dans un moment, mais donc j'ai fait ce parallèle entre ceci pour le livre et la mission Rosetta
pendant la conférence au CNES. Voilà. On en parlera juste après une nouvelle pause musicale. On va réécouter de nouveau un autre extrait musical de ce conte, toujours interprété par Xavier Mittal. Et on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission À toi les étoiles. À tout de suite. IDFM 98 FM 24h/24, la plus francilienne de toutes les radios. Troisième et dernière partie de cette émission À toi les étoiles. Je vous rappelle que notre invité est Stéphane Bellocine, qui a écrit Le témoin du temps, un conte philosophique et musical. Et nous arrivons donc à cette dernière partie d'émission. Alors juste avant cette pause musicale, Stéphane Bellocine, on parlait du temps qui est vraiment le fil rouge. Alors le temps entre l'ouvrage et le temps entre l'astrophysique. Oui, alors tout à fait. Donc, comme je l'évoquais au début, j'ai essayé de traiter ce qui est compliqué, hein, forcément, un petit peu tous les aspects du temps. Donc, c'est une question éternelle depuis l'aube de l'humanité. Donc, comme je disais, je reprends les aspects donc mythologiques, les aspects plus philosophiques, ontologiques, propres à l'être, essentialistes, existentiels, métaphysiques et les aspects scientifiques. Il y a alors c'est traité, il y a des figures à la fois anciennes et modernes, hein, dans le conte. Et l'objectif, c'est donc la découverte de soi-même. Mais encore plus que ça, c'est j'ai essayé de trouver, enfin de créer du lien entre les hommes finalement, du moins que le lecteur puisse se questionner, se poser lui-même la question de son propre rapport au monde. C'est la question philosophique centrale du livre, hein, finalement. Hein. C'est un petit peu hanté par l'authenticité des rapports humains. D'accord. C'est quelque chose que enfin, j'ai pu constater, enfin bon, je pense que je suis pas le seul, hein, que l'authentique se perd beaucoup, hein, quand même, dans nos sociétés modernes et jusque dans les rapports humains. Et il y a peut-être pas mal de choses qui seraient solutionnées s'il y avait plus d'authentique, notamment dans les rapports humains. Donc un des objectifs du livre, c'est que le lecteur se pose la question de son propre rapport au monde. Et je pense que le temps est clé, tout à fait clé pour ça, à la fois pour le rapport au monde et le rapport à autrui. Quelques exemples, quand par exemple, quand on écoute de la musique, quand on est béotien ou quand on est un mélomane accompli ou encore plus un musicien, le temps va pas passer de la même manière pour vous. Hein. Si vous écoutez une symphonie de Beethoven ou de Bruckner, qui peut durer en fonction de l'interprète, en fonction de l'orchestre, le temps varie d'ailleurs. Hein. Mais la manière dont vous le vivez, vous, à l'intérieur de vous-même, c'est encore autre chose. Voilà, et quand vous allez je sais pas, voir un spectacle, un opéra ou autre chose, hein, pas forcément d'ailleurs de la musique, vous êtes dans votre environnement. Si c'est quelque chose pour lequel vous êtes passionné, vous perdez aussi la notion du temps. Donc le rapport à ça, c'est absolument essentiel. Et donc je pense que lorsque on a un objectif, enfin chaque être humain devrait avoir un objectif dans sa vie, mais maintenant c'est pas toujours possible pour tout le monde, mais en tout cas je pense que on souffre de plus en plus. Enfin bon, c'est une évidence, ça se constate facilement, surtout dans les sociétés occidentales modernes et riches. Tout le monde court après le temps. Ça, c'est clair. Et alors, j'ai réfléchi pourquoi. Et une des réponses, je pense que c'est parce que on a perdu le sens donc, comme je viens de le dire, le sens de l'authentique, mais aussi le sens du spirituel. Et donc du coup, le temps est un ennemi. Le temps devient un ennemi à cause de ça. Le temps devient un ennemi.
Si on réussissait un petit peu à l'apprivoiser, alors évidemment, ce que je dis là, ça va pas se faire un claquement de doigts, hein, mais ça vaut peut-être le coup de s'y arrêter un petit peu. Après tout, c'est la liberté de chacun. Hein. Si on arrivait plutôt que d'essayer de courir après le temps de se poser la question de savoir comment un petit peu l'apprivoiser et en fait en faire un allié, notamment en ayant en tête l'idée de travailler sur son objectif, hein, on a un objectif du travail. Si on arrive à être satisfait par le chemin qu'on emprunte pour réaliser cet objectif, ça prend plusieurs étapes, ça peut prendre 50 ans, hein, enfin tout dépend de chacun. À ce moment-là, voilà, le temps ne passera pas trop vite, hein. Ni trop vite, ni trop lentement, mais exactement à la bonne vitesse. Et ça rend l'existence vraiment beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus satisfaisante. Donc ça vaut peut-être le coup de s'y arrêter un petit peu. Là, je le dis en quelques mots, donc c'est peut-être un peu simple, mais encore que, je sais pas. Donc ça c'est une des leçons du témoin du temps. Et le rapport à donc la physique, c'est que comme on sait, le temps est relatif depuis Einstein, et dans le voyage que le narrateur fait dans l'espace-temps, comme je le disais tout à l'heure, il va rencontrer un certain nombre de mondes, un certain nombre de formes de temps différentes. Et donc le rapport au temps n'est jamais le même. Et notamment, il va être confronté à une certaine conception du temps, un labyrinthe par exemple, à un moteur qui est une sorte de moteur qui nourrit l'extension de l'univers, et à chaque fois il va comprendre en tout cas que il peut y avoir également, alors ça ce sont des clins d'œil à toutes les théories physiques modernes dont on connaît pas d'ailleurs le secret aujourd'hui, hein, les trous de verre, les raccourcis dans l'univers pour passer d'un endroit à l'autre. Alors est-ce que c'est autorisé ou pas, comment il risque de se retrouver de l'autre côté, c'est évoqué de manière toujours poétique, hein, c'est vulgarisé, hein, même si les questions de fond sont correctes, hein. Les lignes de temps relativistes également, donc tout ça est évoqué. Et en fait, j'en viens à expliquer comment la spatialisation du temps et concomitamment la temporalisation de l'espace, c'est quelque chose qui justement a une conséquence directe sur soi, comme de la manière dont je viens de l'évoquer. Et en fait, pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, hein, et rendre peut-être plus clair si c'est un peu compliqué. Il y a la phrase de Lévinas, Emmanuel Lévinas, qui résumerait bien ça et qui disait: la vraie courbure de l'espace, c'est la rencontre d'autrui. Voilà, donc ça met bien les choses en perspective. Il s'agit vraiment de ça. En voyageant, on peut se rapprocher d'autrui et finalement de trouver les problèmes à son questionnement. Une question qui vient d'arriver d'un auditeur qui nous demande, il y a prochainement des conférences dans lesquelles vous allez intervenir, des salons ou autres? C'est une question d'Alexandre d'Aix-en-Provence. Merci Alexandre de me poser cette question. Alors oui et non, c'est-à-dire que je vais justement avec mon éditeur faire une démarche vis-à-vis des festivals de science-fiction. Il y en a un certain nombre à partir du mois de mai, si ma mémoire est bonne. Il y en a 2-3 en mai, il y en a aussi en septembre. Qui sont en province. Il y a un festival à Lyon, il y a un festival, je ne sais pas s'il y en a à Aix-en-Provence, c'est possible, qui sont, ça s'appelle les Futuriales par exemple. Donc dans ce type de festival, oui, je vais essayer, enfin si on m'accepte bien sûr, je vais essayer d'y aller et d'intervenir en effet. On arrive bientôt au terme de cette émission À toi les étoiles, et avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire qu'on n'a pas évoqué? Oui, alors il y a une dernière thématique dans le livre. On a parlé du temps bien sûr, la philosophie, de l'astrophysique, de la musique. Il y a aussi une partie, c'est la philosophie politique. Il y a un petit traité de philosophie politique dans le livre.
C'est un peu disséminé à travers le conte, mais c'est surtout à la fin, dans le dernier chapitre, qui a un rapport avec ce fameux grand jeu de télé-réalité interstellaire dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, c'est même chose. Ça a trait à l'authenticité des rapports humains, parce que en fait, je suis parti du constat de la représentation politique, de la sincérité et voilà qui fait défaut aujourd'hui depuis un moment d'ailleurs. Et je me suis dit comment est-ce que le temps peut aider également peut-être les citoyens et les politiques à se réconcilier, enfin entre guillemets, c'est pas exactement ça, mais en tout cas comment on peut améliorer l'action des politiques et les rapprocher du citoyen. Donc parce que finalement dans les médias on parle toujours du temps politique qui est tellement différent de celui de la vie réelle. Et depuis qu'il y a les médias numériques et autres, il s'est encore accéléré. Alors même chose, le temps va plus vite pour un tel et il va moins vite pour un tel. Alors comment justement dans le traité de philosophie politique, j'ai abordé un petit peu ça. Bon, je vais pas donner de réponse maintenant, mais c'est quelque chose. Oui, je peux peut-être citer juste une chose que je dis moi-même à la fin du livre, c'est que le citoyen est un petit peu comme un compositeur sur un livret qui est proposé par le politique. C'est ce qu'il faudrait réussir peut-être à faire. Voilà. Merci Stéphane Bellossi. Il nous reste 3 minutes pour conclure cette émission. Alors je voudrais vous remercier d'être venu à studio parler de cet ouvrage. Donc on peut se procurer dans toutes les librairies, je pense. Oui, il est pas forcément disponible directement dans les librairies. Ça c'est malheureusement l'édition est un peu en crise. Donc tous les ouvrages ne sont pas en tout cas disponibles directement sur les étalages, mais on peut le commander. Et puis en ligne surtout, c'est en commander en librairie ou alors en ligne sur le site de l'Harmattan ou de Amazon. Enfin, je devrais peut-être pas dire Amazon parce que les libraires n'aiment pas Amazon, mais ou de la Fnac.com, oui. Voilà. Donc le témoin du temps, conte philosophique et musical de Stéphane Bellossi. Merci beaucoup, Monsieur Bellossi. Avant de terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser à nos auditeurs, juste pour conclure, rapidement? Oui, je trouve que c'est une superbe émission, à toi les étoiles. Ça permet de rêver, de sortir un petit peu de son ordinaire, et j'espère avoir été clair. Je remercie les auditeurs qui ont posé des questions et tous ceux qui étaient présents. Et vous pouvez n'hésitez pas en fait à m'envoyer des questions si vous le voulez sur mon adresse mail en passant par l'Harmattan. Merci beaucoup Stéphane Bellossi. Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes de votre radio, notamment le journal de